vous souhaitons de bons moments avec nos émissions de ce soir. Vous êtes avec votre serviteur Aloïse Simpunga. Mais je ne suis pas seul, comme vous pouvez le voir, ceux qui nous regardent en image. Je suis avec l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, qui nous fait honneur d'être avec nous encore une fois ce soir. Bonsoir, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Bonsoir, cher frère Aloïse Simpunga. Bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Rumuri. C'est vrai que depuis 2-3 semaines, je n'étais pas très disponible. Mais là, je reviens pour participer à l'information, pour participer aussi à la lutte. Parce qu'il s'agit d'une information de lutte et parce que nous sommes sur une radio de la société civile, il est vrai, mais militante quand même, pour les droits de l'homme et pour l'intérêt des peuples de notre région. Vous avez raison, nous sommes une radio engagée qui milite pour les droits de l'homme, qui milite pour le respect des droits, le respect de la loi. Donc voilà, ce que vous dites c'est vrai. Merci d'ailleurs pour cette présentation. Comme je le disais, c'est un honneur pour nous donc d'être avec vous ce soir. Comme vous le disiez, ça faisait un bout de temps, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez nous être utile pour un retard d'analyse, de vos analyses que nous avons eues justement tout ce moment-là. J'ai suivi les émissions de loin. Je dois avouer franchement que la radio a fait de très très bonnes émissions ces derniers temps, que ce soit à Kinyarwanda ou autrement, mais vous n'avez pas chômé, je pense. Vous avez beaucoup informé le public et introduit d'ailleurs de nouvelles rubriques, j'ai eu l'impression, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Merci beaucoup pour ce compliment, mais je vous le rends aussi pour des occupations, des activités auxquelles vous vous êtes consacré. Hein, on vous a suivi. Certaines activités ont été diffusées ou rediffusées ici sur Radio Rumuri. Donc, vous aussi, vous n'avez pas chômé et ça fait une réussite dans vos activités. Voilà, donc après cette introduction, je vais vous présenter le numéro, enfin, le sujet du jour. C'est en fait la situation en RDC, dans les Grands Lacs. Une situation qui nous intéresse, nous, en tant que Rwandais, habitants des Grands Lacs, voisins de la RDC, et très impliqués, hautement impliqués dans les problèmes que subit la RDC, notamment la guerre de l'Est de la RDC. Voilà, nous voulons, cher ambassadeur Jean-Marie Vianney, que vous puissiez nous apporter votre lumière sur certains éléments de l'actualité, ou surtout pour cette période que nous allons vivre, ou d'ailleurs dans laquelle nous sommes entrés en RDC, une période un peu inquiétante parce qu'il y a pas mal d'événements, il y a pas mal de défis qui attendent les autorités de la RDC et le monde entier est vraiment suspendu aux lèvres de M. Tshisekedi à ses actions, parce que parfois il va falloir qu'il prenne des décisions qui seront déterminantes pour son pays et pour notre région. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, le président Tshisekedi actuellement est en campagne aux élections en RDC, campagne qui vient de durer 2 jours, si je ne m'abuse. Mais c'est une campagne avec un fond de guerre à l'Est, un fond d'un pays divisé, parce qu'il y a 3 provinces, enfin pas de provinces, 3 régions ou 3 districts qui ne vont pas voter le mois prochain, le 20 décembre, si je ne m'abuse.
Et c'est vraiment un grand souci pour Tshisekedi, comme il a dit à France, en France, à France 24 et à Radio France Internationale, qui peut avoir aussi des répercussions. Pour vous faciliter les choses, je vais vous faire écouter en une minute ce que le président Tshisekedi en a dit. Comme ça, vous allez nous analyser et nous décortiquer cette situation qui est quand même assez inquiétante, enfin, qui est un défi pour le président Tshisekedi. Est-ce que cela Voilà, nous y sommes. Est-ce que cela veut dire que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires? Malheureusement. Malheureusement, pour Rutshuru et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ. On verra combien seront à l'arrivée. Alors, c'est une élection à un tour. Donc, est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin? Bon, je reste serein, modeste. Moi, ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ceux qui le font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous vous sentez le favori? Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin. Ça, il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, après 5 ans de ma présidence, presque 5 ans, me le disent très clairement. Les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion, par exemple, aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B, par exemple. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. Voilà, ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, donc il se présente aux élections, mais avec cette épine quand même dans le pied. Il a une épine dans le pied, effectivement, hein, c'est-à-dire la guerre de l'Est. Et le fait que Rutshuru et Massissi ne seront pas dans le processus des élections présidentielles ou législatives, hein, c'est très regrettable, effectivement. Mais en même temps, ce n'est pas sa faute. Vous savez, quand vous êtes agressé, quand vous êtes pourchassé comme il l'est, comme son pays l'est, parce que le Congo n'a pas cherché cette guerre. Le Congo n'attend que la paix, le Congo n'attend que les pays voisins le laissent tranquille. Or, certains, y compris d'ailleurs, donnent l'impression de vouloir tout mettre sur le dos du président Tshisekedi. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a envahi le Congo, c'est bien le Rwanda pour une part et l'Ouganda pour une autre part, parce que les deux ailes du M23 correspondant en fait au RDF sont venus du Rwanda respectivement et de l'Ouganda. Ce n'est donc pas le président Tshisekedi qui est allé les chercher. Eux, ils ont compris que après le changement de chef d'État au Congo, c'est-à-dire le remplacement de Joseph Kabila par le président Tshisekedi, qui pensait être un faible, le fils du Étienne Tshisekedi, avec qui d'ailleurs ces deux chefs d'État, Museveni et Kagame, avaient eu de bonnes relations, ce qui n'est pas du tout extraordinaire. Ils pensaient qu'ils allaient tout faire et que lui accepterait de donner la joue gauche et la joue droite pour se faire battre. Et puis, ils ont compris que ce n'était pas le cas. La guerre a changé, la peur a changé de camp. Je pense que malgré ce qui se passe aujourd'hui, malgré le fait que cela soit pollué par les élections, ou plutôt l'inverse, ce sont les élections qui sont polluées par la guerre, hein,
Et malgré tout cela, le Congo continue à résister, le Congo continue à se battre. Ils ont parlé des Wazalendo. Vous savez, les Wazalendo, c'est effectivement le peuple congolais. Bon, je dis, si vous allez dans le Congo central, si vous allez à Matadi, si vous allez à Gemena, si vous allez à Lubumbashi ou ailleurs, que vous dites Wazalendo, tous les Congolais vont se sentir solidaires, voire même des Wazalendo eux-mêmes prêts à se battre. Ils n'ont pas, le Congo n'a pas eu l'espace pour pouvoir accepter tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles et les jeunes qui voulaient se faire recruter dans l'armée congolaise. Donc, c'est vraiment indiqué que malgré tout, malgré cette guerre qui lui est imposée, Kinshasa ne va pas courber les chines. C'est ça l'essentiel. Maintenant, on va peut-être aborder le positionnement des uns et des autres parmi les candidats à l'élection présidentielle surtout, et aussi les candidats aux élections législatives, hein, qui se positionnent. Avant d'en arriver là, justement, le président Tshisekedi, vous venez de dire qu'il a su galvaniser les Congolais autour du patriotisme, autour de l'amour de leur pays. Pensez-vous que cela va se manifester aussi dans les urnes, dans le résultat des urnes? Et puis, parlez-nous aussi de ses réalisations, de ce qu'il a fait. Je pense que, est-ce qu'il a vraiment des chances, tu sais qu'il dit, il a vraiment des chances de son côté. Enfin, ce sont les pronostics, hein. Vous n'êtes pas un devin ni. Vous savez que nous, le peuple, nous avons la mémoire courte souvent, hein. Il y a des gens qui sont applaudis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ils sont pendus haut et court le samedi. Cela a été observé dans plusieurs pays, sur tous les continents, en fait, hein. Des gens qui sont aimés, qui sont appréciés, qui sont soutenus. Et puis, à la moindre chute, ils sont pendus. Ils subissent la haine de leur propre peuple qui les a mis en place. Et ils se reconnaissent, eux pensent toujours, ils se pensent aimés. Mais en fait, à la fin, pour le président Tshisekedi, je pense que jusque-là, ça se passe bien. Mais vous aurez observé aussi que malgré tout ce qu'il a fait, moi, je croyais savoir qu'il avait fait des choses, en tout cas, en observant la diplomatie congolaise. Et je me retrouve face à des candidats à la présidence qui disent que le président Tshisekedi n'a rien fait, que la diplomatie congolaise n'existe même pas. J'ai entendu un candidat le dire, affirmer sérieusement qu'il n'y a pas de diplomatie au Congo, que le Tundula était nul, que le président Tshisekedi et les autres n'avaient rien fait. Je me suis dit, est-ce qu'on parle du même pays? On oublie quand même d'où est parti le président Tshisekedi. Oui, il a dit justement dans cette interview dont je viens de passer un extrait, il a dit que voilà, c'est le devoir de l'opposition de critiquer, de trouver quelque part ce qu'il y a à critiquer. Voilà, mais il a dit aussi, il a avoué qu'il y a pas mal de choses qui restent encore à faire, qu'il ne pouvait pas tout faire. Et puis il a souligné le chemin qu'il a parcouru quand même, et que c'est un chemin qui est apprécié même par les organisations internationales de cotation. Voilà, donc je ne pense pas que nous puissions nous y attarder encore plus parce que, bon, voilà, il a dit lui-même. Mais donc, est-ce que la guerre, telle qu'elle est menée actuellement, telle que les résultats sont sur le terrain, ne peut pas, parce qu'il faut dire que c'était son pied de campagne, c'était sa promesse première. Quand il a pris le pouvoir, il a dit, voilà, moi, la guerre, je vais la finir tout de suite et ramener les citoyens de l'Est dans leur ménage habituel. Mais les résultats ne sont pas comme il l'avait promis. Est-ce que ça ne peut pas nuire à ça, un peu à sa campagne ou à ses résultats dans les élections?
On est à un mois des élections parce que les élections présidentielles, c'est le 20 décembre. Nous sommes le 20, le 21, le 22, Et, le 21. Vous voyez? Donc, il reste un mois devant nous et la guerre n'est pas terminée ni pour les agresseurs, ni pour la République démocratique du Congo parce que au moment où nous parlons, il y a des combats quelque part dans le nord Kivu. Et donc, la guerre n'est pas terminée. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Parce que les élections, je le dis bien, c'est le 20 décembre. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est quoi? C'est que on a l'impression, lorsqu'on écoute certains opposants, candidats à la présidentielle, on se dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas intérêt, est-ce qu'ils ne souhaitent pas que la guerre ne se termine pas avant le 20 décembre? Est-ce qu'ils n'ont même pas intérêt, d'après leur discours, hein, est-ce que certains ne souhaitent pas que le Congo, Kinshasa, en tout cas le gouvernement actuel, perde la guerre avant ou perde le Nord Kivu ou même la ville de Goma? Moi, j'ai écouté certains opposants, dont un dit clairement qu'il n'a pas à condamner le Rwanda, qu'il n'a pas le temps, que ce n'est pas son affaire de condamner le Rwanda, qu'au contraire, lui, il prépare déjà la fin de la guerre. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Un candidat à la présidence de la République qui dit qu'il ne peut pas condamner l'agression de son pays par un pays voisin, il le dit, il ne passe pas par... il le dit clairement. Je ne condamnerai pas. Alors, il considère même que le fait d'accuser le Rwanda, que c'est du populisme. Il l'a dit clairement. Je parle de M. Moïse Katumbi, dont on connaît par ailleurs les liens avec le président Kagame, mais ce n'est pas un secret. Nous, Rwandais, nous savons, nous connaissons les relations qu'il y a entre certaines personnalités congolaises avec le président Paul Kagame. Donc, qu'il ne veut pas condamner du tout. C'est le seul à ce jour qui a prononcé de telles phrases, qui ne peut pas condamner la guerre au Congo, ou le pays agresseur, mais qu'il a les moyens de finir cette guerre en 6 mois après son élection. On se dit, c'est un magicien, c'est une bonne chose si la guerre... Mais pourquoi il n'aide pas aujourd'hui à finir cette guerre aux côtés du président? Ce sont les mêmes candidats qui disent que le Congo n'a pas d'armée. Alors, là aussi, nous nous sommes sans doute trompés aux yeux de ces candidats, mais je pense franchement que c'est de la mauvaise foi. Nous aussi, nous sommes dans l'opposition rwandaise, hein, mais il y a des choses qu'on ne peut pas... On ne va pas dire que l'armée rwandaise n'est pas une armée farouche et meurtrière. Elle fait la guerre, elle tue les gens, elle sait le faire. Mais on ne peut pas aller dire que le Rwanda n'a pas d'armée, même si on n'est pas d'accord avec la politique militaire du Rwanda à l'égard de ses voisins. On ne peut pas affirmer. Et on ne peut pas dire qu'on ne va pas dénoncer les actions de l'armée rwandaise contre les voisins. Si un jour le Rwanda est attaqué par un pays sans motif, sans vraiment, nous n'allons bien sûr pas applaudir, même s'il est dirigé, notre pays est dirigé par Paul Kagame, contre qui nous avons beaucoup de griefs. Mais si un pays comme le Congo, qui a été agressé par le Rwanda, se défend contre notre pays, nous qui aimons la paix, nous qui savons que sans une paix au Congo, par exemple, le Rwanda n'aura jamais la paix et vice-versa, nous ne pourrons faire qu'applaudir en disant, écoutez, défendez-vous, mais ne massacrez pas le peuple rwandais. C'est tout ce que nous voulons dire. Kagame, c'est l'ennemi du Congo, mais le Congo n'est pas l'ennemi des Rwandais. Et donc, le Congo fera tout pour ne pas faire du mal à nos populations. Voilà. Oui, effectivement. Alors, il y a un autre, il y a d'autres critères que je veux quand même souligner. Si vous voulez savoir où se trouve, de quel côté penche un candidat congolais, vous le jugerez par son discours. Il y en a qui commencent toujours leur discours en disant, la première chose à faire, c'est de contacter le Rwanda pour qu'ensemble, on trouve une solution à la question des FDLR. Déjà là, vous commencez à comprendre que certains ont fait le discours de Kagame. Lorsque Kagame parle du Congo, c'est le premier argument. Et donc, il est étonnant de voir que des patriotes congolais, des potentiels chefs d'État de ce pays, parce qu'ils sont candidats à la présidence, commencent leur discours aussi en disant « notre ennemi, c'est les FDLR ».
J'en ai entendu au moins deux utiliser cet argumentaire. Et je crois que de plus en plus, nous, Rwandais, nous devons les interpeller et même dénoncer leur discours. Parce que ça ne va pas dans l'intérêt de notre peuple. Un Congolais candidat à la présidence qui dit que sa première priorité, c'est d'aller tuer les FDLR, d'aller tuer les réfugiés rwandais, au lieu de penser à chasser le M23 et les autres militaires rwandais qui sont dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, il en veut au FDLR. Là, vous comprenez déjà que c'est quelqu'un qui est acquis à Paul Kagame. C'est clair et net. Je le dis aux Rwandais, je le dis aux opposants rwandais, mais je le dis aussi aux Congolais, qu'ils sachent que celui-là, qui privilégie l'argument du FDLR alors que c'est un prétexte de Paul Kagame, qu'on sache que celui-là, il a quelque part un penchant pour les thèses et les théories et les intérêts de Paul Kagame. Voilà, je voulais le dire. Voilà, merci beaucoup, on va déjà Marie-Vianney Ndagijimana. C'est vrai, il y a des candidats qui ont bâti leur propagande sur l'opposé des actions de Tshisekedi. Il se bat pour l'intégrité du territoire. Il dit les autres, voilà. Quitte à faire le pacte avec le diable, ils disent que carrément que, enfin, ils adoptent le langage et la propagande de Kigali. Je dirais que ça va se faire ressentir aussi dans les urnes, parce que les Congolais ne sont pas dupes. À un certain moment, à certaines époques, les Congolais pouvaient tomber dans le panneau. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi que les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus dupes et qu'ils savent aussi reconnaître un candidat patriote qui va essayer d'unifier le pays et le différencier de quelqu'un d'autre qui, justement, avec un langage divisionniste ou, je ne sais pas... Oui, justement, vous parlez de ce langage-là, entre guillemets M23, qu'on appelle M23 alors que c'est RADF, l'armée de Kagame, on le sait bien, vient de tenir avant-hier, ou je ne sais pas, en tout cas très récemment, ils ont fait à Bunagana une conférence de presse où ils ont carrément fait savoir leur volonté de couper le Congo en deux, donc de prendre la partie de l'Est et en faire un pays indépendant. En fait, ils luttaient pour ça, mais ils ne le disaient pas. Cette fois-ci, je pense que c'est clair. Et les Congolais l'ont bien entendu. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Congolais qui veulent que leur pays soit coupé en deux. Est-ce que Tshisekedi peut en faire un argument pour encore une fois rassembler ou ça peut aussi faire en sorte que les gens de l'Est aussi soient sensibilisés au langage de ces gens de Kagame, parce que tout est possible, surtout qu'il y a des gens qui étaient au départ pour les uns et pour Tshisekedi et l'autre pour... voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut pencher pour un argument favorable ou défavorable? Moi, je pense que l'instrumentalisation de cette affaire-là aussi peut être négative, hein, parce que le président Tshisekedi n'a pas à justifier les volontés, j'allais dire, sécessionnistes ou les volontés d'occupation du territoire congolais par ses voisins. C'est connu. Donc, il n'a pas à continuer à, certains disent à pleurnicher, non, non, à crier aux voleurs. Il faut plutôt qu'il aille arrêter ce voleur-là. Ces gens qui veulent précisément prendre le Kivu. Et ils l'ont dit ouvertement. Ils ont dit, on ne va pas s'arrêter d'ailleurs au Kivu, on va aller partout. Et couper, créer un État. Créer un État. À un moment donné, j'ai eu l'impression même que si moi était allé trop loin,
surtout celui qui faisait semblant de traduire son discours, M. Canisius, qui disait ce qu'il voulait, en fait, qui ne traduisait pas le discours lorsqu'il parlait en Kinyarwanda ou lorsqu'il traduisait en français les questions du journaliste rwandais. Je répète, c'est pas des journalistes congolais qui posaient les questions en Kinyarwanda, c'était des journalistes venus de Kigali. Et donc, M. Canisius traduisait comme il l'entendait, parce que nous, on parle les deux langues. Il parle les deux. Alors, c'est assez dérangeant d'ailleurs, très dérangeant, de voir des journalistes rwandais qui sont à Bunagana avec les fameux M23 RDF. Et le lendemain ou le même soir, vous entendez les radios rwandaises, les médias rwandais à Kigali, en train de chanter les louanges de M. Bissimo et du M23 et chanter la gloire de ces vaillants, comment on les appelle encore, les lions de la... Les lions de... je sais plus. C'est Saramboué. Saramboué. On se dit, mais finalement, toute cette partie est devenue une zone rwandaise. Les Congolais qui ne connaissent pas, qui ne parlent pas le Kinyarwanda auraient intérêt à se faire traduire les discours de ces gens-là. C'est vraiment un territoire occupé par le Rwanda. La réalité, c'est que lorsque le M23 parle de Bunagana, bien sûr, là aussi, on sait que Bunagana est adossé à l'Ouganda et que cette partie est normalement occupée par les contingents ougandais de la de l'EAC. C'est des questions à se poser. Comment se fait-il qu'ils tiennent des réunions, ils tiennent des meetings, ils vont, ils viennent à travers Bunagana, croisant les militaires ougandais du contingent EAC? Et comment se fait-il que cela soit possible? En réalité, il s'agit d'une occupation à la fois rwandaise et ougandaise de cette partie du territoire congolais. On doit le dire aussi. Donc, ce qu'il faut souligner ici, c'est l'emprise du Rwanda sur le M23, qui est comme on le dit, ce sont des supplétifs de l'armée rwandaise, hein, du Rwanda, tout simplement. Donc, ce qu'ils font, ce qu'ils occupent, c'est le Rwanda qui l'occupe. On ne se trompe pas. Et c'est pourquoi je disais qu'il est vraiment scandaleux d'entendre des candidats à la présidentielle congolaise faire écho pratiquement des positions rwandaises, à la fois pour dire qu'ils ne condamneront jamais l'agression rwandaise et aussi pour dire que les thèses de Kigali sur les FDLR et sur les réfugiés rwandais sont celles-là qui représentent la priorité des priorités pour eux. Les Congolais doivent effectivement comprendre que ces candidats-là servent les intérêts du Rwanda et non pas du Congo. Quant à la réunion justement de Bunagana, c'est une déclaration d'une nouvelle guerre. Lorsqu'une rébellion dit qu'il prendra Goma quand elle le voudra, qu'elle va d'ailleurs faire sécession, qu'elle va constituer, créer un État à part, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Ce qui est grave, c'est le comportement et la réaction de certaines personnalités politiques congolaises. Quant à Tshisekedi, moi, je ne pense pas qu'ils doivent vraiment utiliser cela comme argument. Ils doivent tout simplement en faire état et les Congolais jugeront. Et puis, il a des candidats députés aussi de son obédience. Ceux-là doivent jouer le rôle ils doivent alerter l'opinion congolaise, surtout ceux de l'Est. Alors, ce qui est bien aussi, ce que je considère comme positif, c'est que les Wazalendo ont compris le message du président Tshisekedi. Ils ont compris qu'il les soutient. Ils ont compris qu'ils ne manqueront plus jamais de moyens alors qu'il est là, que l'armée congolaise est là. Et ils ont compris que le peuple congolais les soutient, que avec ou sans l'armée congolaise, les Wazalendo seront soutenus par la population congolaise et même par le pouvoir congolais actuel. Maintenant, ceux qui viendront après ne disent rien des Wazalendo. Par contre, on a l'impression que certains veulent et ont même tendance à les mettre dans le même sac que FDLR, que ce sont des rebelles, que ce sont des groupes qui devront être neutralisés. C'est l'impression que j'ai eue notamment hier en écoutant un des candidats. Je ne citerai pas son nom, mais c'est cette impression qu'il a laissée
pour lui, les Wazalines sont des rebelles, ce sont des groupes de rebelles qu'il faut aussi neutraliser pour laisser place à l'armée régulière. Il ne dit pas comment faire, mais c'est ce qu'il a insinué. Donc là aussi, ce n'est pas le président C'est-à-dire, Tshisekedi. Jean-Marie Vianney, bon, personnellement, j'ai pas été politicien et je suis assez vieux pour le devenir à mon âge. Mais j'ai vu les politiciens de tous bords et personnellement, je pense pas que ça puisse m'étonner outre mesure parce que les politiciens, ils bâtissent leurs lignes de campagne sur n'importe quoi, hein, et quitte à ce que, bon, voilà, ils réussissent ou pas, mais ils veulent se détacher à tout prix du principal candidat. Donc, je ne pense pas que ce soit étonnant vraiment qu'il y ait, bon, des Mais oui, politiques. mais quand il s'agit du sang des populations, il faut réfléchir 1000 fois avant de parler comme ça. Quand il s'agit du sang des Congolais versé par justement les agresseurs de leur pays, quand il s'agit de rebelles dont tout le monde reconnaît qu'ils sont les poupées, plutôt les puppets, j'oublie toujours le mot français, du Rwanda, cela est très grave, hein, c'est très grave. Même au Rwanda, pendant la guerre contre le FPR, on a vu des choses, mais pas jusque-là. Il y a certains opposants, effectivement, qui travaillaient presque ouvertement avec le FPR, alors qu'on était en guerre. Mais beaucoup d'autres, tout en combattant la ligne du président Biarimana, tout en s'opposant à lui, tout en faisant ceci ou cela, souhaitaient, dans leur intimité, lorsqu'ils s'exprimaient en privé, ils regrettaient quand même cette guerre et ils souhaitaient qu'elle prenne fin. Or, là, en l'occurrence, au Congo, moi, j'ai eu l'impression que certains souhaitaient que la guerre s'éternise. On parle du sang des Congolais, on parle de 12 millions, plus de 12 millions de Congolais morts au cours de toutes les guerres que le Rwanda a provoquées et a menées sur le sol de la République démocratique du Congo. Donc, sincèrement, les opposants raisonnables, les opposants qui montrent qu'ils ont le sens des responsabilités, devraient en tenir compte. Hier, j'ai suivi 3 d'entre eux, hein, 3 des candidats à la présidence. J'ai suivi une interview de Martin Fayoulou sur Top Congo. J'ai suivi aussi, comment il s'appelle, Diongo ou quelque chose comme ça. J'ai suivi aussi, j'en ai suivi 3. Et effectivement, lorsque vous les écoutez, ils n'ont pas, ce n'est pas la même tonalité qui ressort. Il y en a qui sont plus, j'ai trouvé Fayoulou plus responsable, quand même. Malgré que lui aussi ait parlé des FDLR, mais je l'ai trouvé plus responsable. Il ne va pas cracher sur tout ce qui a été fait, alors qu'il pourrait être le plus farouche des opposants, puisqu'il continue à se considérer comme le président élu de 2018, dont les résultats ont été proclamés en faveur de Tshisekedi en janvier 2019. Les autres vont très très loin, très 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 loin, trop loin même, pour parler du président Tshisekedi, dont ils disent qu'il n'a rien fait, que la diplomatie n'existe pas, que l'armée congolaise n'existe pas, que des choses incroyables, des choses incroyables, que le Congo n'a jamais mis de moyens suffisants à la disponibilité de l'armée, comme si avant Tshisekedi, l'armée congolaise avait les moyens. Donc c'est tout ça qui laisse penser quand même que des choses devraient se passer. Et effectivement, si Tshisekedi lui-même ne dénonce pas cela, il a des gens pour le faire. Et surtout, pour le faire aussi, sans devoir insulter les opposants. Parce que certains communicateurs vont trop loin aussi dans l'insulte. Il suffirait, je pense, de démontrer que les tendances de ces opposants ne vont pas dans le sens des intérêts de la nation, sans devoir les insulter. Sans devoir les insulter. Mais bon, chacun son caractère.
les divers communicateurs favorables à Tshisekedi ont aussi leur façon de présenter les choses, tout comme ses opposants. Tout comme ses opposants. Oui, bon, comme je le disais tout à l'heure, faisons confiance au peuple congolais qui, avec presque 30 ans de souffrance, a acquis quand même une certaine maturité à différencier de ce qui va dans leur intérêt, de ce qui va dans l'intérêt supérieur du pays, plutôt que la propagande populiste de certains candidats. Je pense que le peuple congolais le leur rendra bien. J'espère Voilà. bien. Je vais faire une petite parenthèse. Puisque nous sommes dans le cadre de la diplomatie, il y a un événement, moi personnellement, hein, je ne sais pas pour les autres, qui m'a interpellé parce que il y a la MONUSCO, disons les forces de paix des Oui. Nations Unies, qui sont au Congo, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 15 ans, ils ont eu la modification comme ils appellent là aux Nations Unies, de Chapter 7, dans le chapitre 7, qui leur donne le droit d'utiliser leurs armes en cas de force majeure. Et ils se sont assis pendant plus de 2 ans avec cette capacité sans en user. Et dernièrement, ils ont dit, voilà, cette fois-ci, nous allons nous battre. Donc, ils sont presque au bout de leur mandat. Alors, ils ont dit, voilà, maintenant, c'est comme s'ils s'étaient réveillés. Voilà, nous allons nous battre à côté des FARDC pour défendre les villes, pour défendre... Est-ce que... Pourtant, certaines villes sont tombées, ils étaient là aussi, hein, parce que le Goma, c'est pas plus important que n'importe quelle ville, que n'importe quel village, parce que les dégâts de la guerre sont là sur les populations. Ce ne sont pas les populations de Goma qui sont plus importantes que les populations de Bunagana, que les populations... ça m'a interpellé, je me suis dit, mais ces gens-là, bon, que l'armée congolaise, je ne sais pas, puisse octroyer plus d'importance à une région plutôt qu'à une autre, je ne sais pas. Mais eux, par contre, ils ne le font pas, par exemple. Mais quand j'ai vu que les Nations Unies se sont dit, voilà, nous allons défendre Goma, nous allons défendre Saké, est-ce que, comme en tout cas, diplomate de carrière, je crois que ça vous a quand même vous vous êtes posé quand même pas mal de questions, parce que moi personnellement, j'ai trouvé ça, c'est pas normal. Un peu louche. Vous savez, nous connaissons les Nations Unies dans leurs interventions chez nous, au Congo. On en a connu dans les années 60. Hein. Je me rappelle que quand j'étais enfant, lorsque j'avais 11 ans, chez nous, il y avait une chanson qui disait regardez le Congo, regardez Bukavu. N'y avait-il pas des troupes de l'ONU? Pourtant, ils n'ont rien réussi à faire du tout. C'était une chanson populaire. L'Amburamo Asso, Urebi Bukavu, Yachi Sese, le Nidahari. C'est une chanson que nous, petits, on chantait, tout le monde, faut dire, regardez Bukavu, en face de chez nous, là, on disait, regardez Bukavu, il y a eu la guerre, il y a eu des massacres, il y a eu tout. Pourtant, les Nations Unies étaient là. Et aujourd'hui, dans le Nord Kivu, j'ai l'impression, j'ai tendance à rechanter cette chanson-là, parce que d'abord, le discours diplomatique de l'ONU n'est pas clair. Rappelez-vous la fameuse déclaration de M. Antonio Guterres, qui disait que le M23 était tellement fort que la MONUSCO ne pouvait pas l'affronter. Vous voyez, le M23 a abattu un avion de la MONUSCO, mais comme c'est une organisation rebelle forte, il n'était pas question de le sanctionner.
Et puis, effectivement, comme vous dites, comme ça, tout d'un coup, il y a un intérêt qui grandit parce qu'on on parle de Goma, parce qu'on parle de ça, qu'est-ce qui fait que au moment où le Congo et où les populations congolaises du Nord, Kivu surtout, demandent que la MONUSCO se retire de leur pays, au moment effectivement où il est question que le principe de retrait a été accepté, au moment où il y a toujours le M23 qui n'a cessé d'augmenter ses effectifs par l'apport de contingents venus du Rwanda directement, de RDF, et c'est en ce moment-là que la MONUSCO, qui se disait faible, qui n'a pas les moyens de faire face au M23, va supplier l'armée congolaise, parce que ce n'est pas le Congo qui a demandé ça, on m'a dit. C'est la MONUSCO qui propose de se battre ensemble contre le M23. Et la MONUSCO dit, nous allons venir à Goma, occuper le terrain avec vous pour faire... Non. Effectivement, il y a quelque chose de louche, ça rappelle un peu du Dallaire au Rwanda, ça rappelle d'ailleurs, nous avons eu des contacts avec des jeunes de la société civile du Nord Kivu qui nous ont parlé d'une sorte d'infiltration de la MONUSCO et que la MONUSCO était en train de donner des armes au M23 tout en proposant de se battre avec les FARDC contre le M23. Donc, moi, je n'accuse pas la MONUSCO de vouloir faire un coup au Congo ou faire tomber Goma, mais tout simplement, je demanderais aux concernés, aux premiers concernés, aux militaires de l'armée congolaise, d'être très vigilants. D'ailleurs, vous avez remarqué lorsque le général indien, ou plutôt, non, vénézuélien, un général de la MONUSCO, lorsqu'il a présenté la chose devant des journalistes dans une conférence de presse à côté du général porte-parole de l'armée congolaise, eh bien, il n'a pas un seul instant, il n'a pas prononcé le mot M23 ou armée rwandaise. Il disait les groupes rebelles illégaux. C'est comme ça que le porte-parole congolais de l'armée congolaise il s'est senti obligé, j'ai vu son regard, on commence à le connaître, comment il s'exprime. Il lui a dit, mais vous savez, en général, que ces gens-là, c'est le M23 et l'armée rwandaise. Vous connaissez nos ennemis. Mais le général de la MONUSCO ne voulait pas du tout citer le mouvement, plutôt les rebelles à combattre. Alors, si vous ne savez pas qui vous devez combattre aux côtés de l'armée congolaise, qu'est-ce que vous avez comme mission? Pourquoi vous ne voulez pas citer nommément le M23 alors que Antonio Guterres les avait cité ce mouvement pour dire qu'ils étaient très forts et qu'ils étaient mieux armés, qu'ils étaient mieux entraînés que la MONUSCO. Donc, c'est tout ça qui crée l'ambiguïté. Je pense que ce général de la MONUSCO, il a vraiment prêté le flanc à la soupçon, plutôt au soupçon, on l'a soupçonné pas trop facilement, mais de façon réaliste. Il avait des choses à cacher. Il avait des choses à cacher. Il n'a pas dit toute la vérité. Et donc, pour certains Congolais, il n'est pas question que la MONUSCO vienne se battre contre le M23. Les Congolais se suffisent. Les Wazalendo sont là. En plus, on a l'impression que la MONUSCO considère les Wazalendo comme des hommes à abattre qui ne sont pas légitimes. Donc, c'est ce qui fait penser que dans cette nouvelle stratégie de vouloir aider l'armée congolaise, est-ce que l'arrière-pensée n'est pas d'aller combattre les Wazalendo pour aider le Rwanda et le M23 à progresser plus facilement. C'est des choses louches. Nous ne sommes pas... Vous me rassurez, ambassadeur Jean-Marie Vianney, vous me rassurez. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon, peut-être que je suis ignorant en matière de diplomatie, en matière de... Je me suis dit, pauvre Tshisekedi, est-ce que il est aidé par qui, il n'est pas aidé par qui, il est combattu par qui, il n'est pas combattu par qui. Dans
dans sa propre armée. Il y a aussi des gens pro-Kigali. Je me suis dit, mais ce type, il nage vraiment à nos troubles. Que Dieu le vienne en aide. Parce que... Ça, c'est un autre aspect peut-être que nous, Rwandais, nous devons aborder sans du tout trembloter, hein, parce que à Kinshasa, dans les médias de la diaspora, y compris ceux qui sont proches du président Tshisekedi, rappelez-vous, il y a une semaine ou deux, certains avaient annoncé l'arrestation du général Chirimwami. J'en ai même entendu un grand communicateur de Kinshasa, connu, très connu, se féliciter de cela, dire « Ah, enfin, il a été arrêté. Il faut qu'il soit pendu pour sa trahison. » Je l'ai entendu en lingala français. Le lendemain, j'ai vu le général Chirimwami à Goma à faire son travail. Alors, pour finir, il y a un problème, il y a un souci. Il y a un souci de... on distribue facilement, on laisse passer facilement des rumeurs perfides. Et je pense que certains journalistes, certains communicateurs autodésignés vont trop loin aussi. Vont trop loin et peuvent créer justement des problèmes à celui qui sont ou qui disent soutenir le président Tshisekedi. Lorsque vous annoncez que tous les généraux qui sont à Goma sont des traîtres, quand vous annoncez que tous les généraux de l'Ituri sont des traîtres, que tout, mais attendez, finalement, qui n'est pas traître, ça c'est quelque chose que le gouvernement congolais doit corriger. Et le parti pour lequel il travaille devrait les ramener à plus de sagesse, à plus de raison. En fait, on ne peut pas condamner quelqu'un. Lorsque la rumeur publique commence à condamner les gens, je me rappelle en 1992, je pense, quelque temps avant le changement de gouvernement, vers l'extension du gouvernement à l'opposition, lorsque en avril, je pense, en avril 92, avant l'entrée au gouvernement de M. Senghirem et les autres partis d'opposition, le MDR et les autres partis d'opposition, je me rappelle d'un article qui avait été publié par un journal local et qui donnait la liste des ministres et d'autres personnalités, dont le secrétaire général du MRND, qui devait être dégagé. Dégagé du gouvernement, dégagé du parti du président Habyarimana. Il y en avait au moins 5. Si je me rappelle bien, il y avait le secrétaire général du MRND, Bonaventure Habyarimana, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il y avait Théoneste, le ministre de la Justice de l'époque. Il y avait Mugemana, le ministre de l'Intérieur. Il y avait qui encore? Il y avait voilà, il y avait Javier Kare-François. Tous ces gens-là étaient désignés par un journaliste. Et il insistait, Monsieur le Président, si vous lisez cet article, sachez que nous vous entendons, vous devez absolument les faire déguerpir. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, ils ont été limogés pour certains, ils ne sont pas revenus aux affaires. Comme si un journaliste devait décider des choses à faire par le pouvoir. C'est très, très dangereux. Parce que vous créez une opposition en interne et les Congolais doivent lire, suivre les chaînes YouTube et tout, mais avec beaucoup de prudence, avec des baguettes. Il y a ces communicateurs, comme vous le dites, c'est vrai qu'ils sont inquiétants, mais plus inquiétant encore, moi, je trouve ces gens qui pourraient être dans ceux qui exercent, ceux qui prennent des décisions, ceux qui seraient près du président Tshisekedi et qui ne seraient pas vraiment de son côté. Ça, c'est vraiment inquiétant. Au Rwanda, il y en a eu des militaires comme des politiciens, vous l'avez dit, mais avec Tshisekedi aussi, il se pourrait qu'il y en ait et qu'il lui fasse prendre, par exemple, des mauvaises décisions ou des mauvaises directions dans sa politique, ou qui prennent des décisions à sa place. En tout cas, ceux-là qui sont
dans les coulisses, ils ne sont pas moins inquiétants que les communicateurs, je pense. Ils sont plus inquiétants, effectivement. Vous savez, je ne dis pas que les situations sont similaires, hein, ce qui se passait au Rwanda entre 90 et 94 et avec ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Rappelez-vous, il y avait aussi des hommes politiques ou des femmes politiques qui allaient trop souvent dans les ambassades étrangères. Et on sait ce qui se passe lorsqu'un ministre rwandais ou un chef d'opposition du Rwanda va à l'ambassade américaine toutes les semaines, à l'ambassade belge, l'ambassade de France. On sait ce qui se passe là-bas. À Kinshasa, il paraît que c'est le même mouvement, c'est des va-et-vient auprès de certaines ambassades. Nous savons, nous, Rwandais, que certains politiciens congolais sont aussi souvent contactés par le Rwanda. Nous le savons, nous connaissons quelques noms qui travaillent pour le Rwanda de façon presque avouée, de façon visible. On le savait lorsque l'ambassadeur Vincent Karega était encore à Kinshasa, on les connaissait, mais ils n'ont pas cessé, c'est ça le problème. Lorsqu'ils vont à l'étranger, ils contactent les ambassades rwandaises. Cela est connu auprès du président Tshisekedi, il y en a, sans doute. Mais les services congolais, jusque-là, surveillent tout ça et essayent d'éviter le pire. Mais effectivement, vous savez, quand vous êtes président de la République, vous devez vous attendre à tout. Hein. Des trahisons, vous en aurez. Hein. Maintenant, et jusqu'où le président Tshisekedi lui-même peut aller jusqu'au bout être assez sévère pour écarter ce genre de personnages qui sont peut-être aussi voilà, qui lui sont utiles par ailleurs. Mais il y en a. Il y en a. Il y a sa patience quand même qui est vraiment louable pour un chef d'État, pour un homme politique, je trouve. Mais justement, ça doit aller jusqu'où. D'ailleurs, il a dit aussi dans une... J'ai pris un autre extrait de l'interview qu'il a donné à Radio France Internationale et France 24, où justement il parle que sa patience vraiment a des limites et qu'on ne devait pas en abuser jusqu'à l'infini, comme nous le disions tout à l'heure dans son entourage. Écoutons Tshisekedi parler justement des limites et de sa patience. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Nous parlions de la patience, donc ce qu'il dit, il en a à revendre, mais il dit que, enfin, il manifeste en tout cas son agacement face à la persistance du Rwanda à l'attaquer, malgré ses appels à la paix. Les Nations Unies qui ne suivent pas, alors qu'ils ont les faits,
les faits d'ailleurs qu'ils ont produits eux-mêmes, elles-mêmes. Donc, on se dit, mais à la place de Tshisekedi, il y a quand même pas mal qui auraient pété des câbles. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un homme très prudent. Parfois, certains pourront dire qu'il est trop prudent lorsqu'il dit que si la communauté internationale, si les Nations Unies ne font rien, ne protègent pas, nous allons nous protéger nous-mêmes. Bon, c'est peut-être un mot qui a échappé au président, mais il y a personne qui doit protéger le Congo avant les Congolais eux-mêmes, hein, ça c'est clair. Ça lui a échappé, je pense. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, eh bien, trop c'est trop. Comme l'avait dit d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre Lutundula, il avait dit, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. C'est la continuation de ce même discours. Ça casse depuis très longtemps. Mais effectivement, il y a des limites. Comme le dit le président Tshisekedi. Je pense que si le M23, l'armée rwandaise, en somme, d'ailleurs, c'est aussi un message que je lance au président Kagame, qu'il ne fasse pas cela. J'ai déjà fait une émission il y a quelques mois pour attirer l'attention du président Kagame sur le danger de vouloir occuper Goma. Qu'il ne le fasse pas. On n'est plus dans les années 2012-2013. On n'est pas en 96, on n'est pas en 97. Si aujourd'hui le président Kagame veut profiter du processus électoral, de la période électorale pour déstabiliser le Congo, pour occuper encore la ville de Goma ou le voisinage, hein, eh bien, que les Rwandais ne viennent pas ensuite pleurer parce que le Congo aujourd'hui a les moyens de frapper le Rwanda, mais alors de façon décisive. Il ne faut pas qu'on soit aveugle. Le Congo a les moyens de frapper le Rwanda, et ce n'est pas Washington, ce n'est pas Paris, malgré toute la sympathie que le président Macron affiche à l'égard de Kagame, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas... Eh bien, lorsque un tel événement se passe, il y a plus de réflexion, c'est la guerre. Est-ce que quelqu'un, quelque part, souhaite que le Rwanda se batte contre le Congo? Est-ce que même les pays de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Kenya et les autres, se trouvent aujourd'hui à l'aise devant cette alternative? Est-ce que vraiment l'aide qu'ils apportent au M23 n'est pas contraire à leurs propres intérêts? Ils peuvent, c'est vrai, poursuivre le pillage dans cette région pour essayer d'arrondir les fins de mois. Mais je pense que l'intérêt à moyen et à long terme pour l'Ouganda, pour le Kenya, pour la Tanzanie et les autres, c'est que le Congo soit un pays stabilisé et que finalement, la convention qu'ils ont signée avec ce pays se passe sans encombre et que le commerce prospère entre les pays de la région. Ils savent bien que le Congo ne lâchera jamais une partie de son territoire. Donc, autant le faire dans l'entente, autant le faire. Mais lorsque effectivement on a affaire à quelqu'un comme Paul Kagame, eh bien, c'est l'immédiat qui prime. Il ne voit pas l'avenir du Rwanda. Pour lui, le Rwanda, c'est un moyen de continuer à assouvir ses ambitions. Mais il n'aime pas le peuple rwandais, ce monsieur-là. Paul Kagame n'aime pas les Rwandais, qu'on ne vous trompe pas. Il n'aime personne, il n'aime pas les Rwandais, il n'aime pas les Tutsis, il n'aime pas... Non. C'est un homme qui se voit maintenant en empereur du monde, en définitive, qui va maintenant commencer à intervenir, on m'a dit aussi, au Burkina Faso, au Bénin, bien sûr, nous savons, mais au Burkina Faso. Il vient de perdre le marché de trafic d'êtres humains avec l'Angleterre, mais il a déjà lancé des sollicitations auprès d'autres pays occidentaux pour qu'ils lui envoient les migrants, les demandeurs d'asile. Donc, en ce qui concerne, donc, pour revenir au Congo, je pense que il faut vraiment que le Rwanda fasse très, très attention. Le Congo doit aussi faire attention en renforçant ses positions à l'Est. Le mur auquel faisait allusion le président Tshisekedi à Brazzaville, parce qu'il a dit que
pour finir avec tout ce qu'il reçoit comme tout ce qu'il subit comme agression, comme humiliation du peuple congolais, tout cela l'amène à penser plutôt à construire un mur plutôt qu'un pont entre les pays. Non, ce mur-là, ça doit être l'armée congolaise. Ce n'est pas un mur en béton, ce n'est pas un mur en briques ou autre, c'est un mur de protection qui doit émaner de la puissance militaire de ce pays. Et c'est seulement sous cette condition que le Congo pourra assumer son rôle de leader et de puissance régionale et continentale. Je le dis en tant que moi, mais je pense que beaucoup de Congolais se reconnaîtront aussi à travers ce discours. Le Congo ne peut pas reculer. Le Congo ne doit pas se retirer de l'EAC. Le Congo doit imposer sa force et son pouvoir et sa puissance dans cette région. Le Congo doit, plutôt que de se retirer de l'EAC, alors qu'il est déjà dedans, le Congo doit y être, renforcer sa position dans cette organisation, commercer avec les autres et refuser de commercer avec ses ennemis qui versent le sang des Congolais. Mais rester dedans, c'est la seule façon. Sinon, ce serait considéré comme j'allais dire, d'une sorte de lâcheté politique et diplomatique. Le Congo ne doit pas réagir comme ça, par un coup, oui, ils nous ont fait mal, donc on se retire. Sinon, on va se retirer de la SADC, on va se retirer de l'Union africaine, on va se retirer de la CEAC, parce que la plupart de ces pays-là sont des pays hostiles, il faut le dire aussi. Il y a beaucoup de pays hostiles autour du Congo. Donc, ce n'est pas par un retrait comme ça subi que le Congo arrange ses problèmes. Il faut avoir une armée forte pour s'imposer à ces petits voisins-là qui dérangent la quiétude des populations congolaises. C'est la seule façon de vivre en paix d'ailleurs avec ses voisins. Si le Congo n'est pas fort, il n'y aura jamais de paix entre le Congo et le Rwanda. Il faut s'imposer au Rwanda, sans tuer les Rwandais, mais il faut absolument que Kagame comprenne que le Congo n'est pas un petit pays qu'on tue. Ça fait déjà 12 millions de morts, sinon plus. Ça devrait suffire comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Vous orientez votre conversation justement à la prochaine question que j'allais vous poser. Bon, l'heure file très rapidement. Nous allons entrer presque dans l'heure de l'émission et je voudrais que l'émission soit aussi courte que possible. Vous orientez votre intervention justement côté... puisque nous sommes en train de parler aussi des défis qui attendent Tshisekedi dans les temps très proches, il y a la date fatidique du 8 décembre où les forces de l'EAC, donc les forces de Museveni, les forces de Ruto doivent quitter le sol congolais. Et Mobutu a juré que, en tout cas, leur mandat ne sera pas prolongé. Tshisekedi, pas Mobutu. J'ai parlé de Mobutu. Oui, oui. Celui-là, je l'aimais bien. Bon, non, c'est Tshisekedi. Je voulais parler de Tshisekedi. Donc, il a juré que vraiment, il faut que ses forces partent. Mais beaucoup de gens sont dubitatifs quant au retrait de ces gens-là, de Museveni et de Ruto aussi facilement. Croyez-vous que Tshisekedi, vous parliez de s'imposer, d'imposer sa volonté, de ne pas reculer devant certains obstacles. Est-ce que vous croyez que cette date va vraiment bien se passer? Nous savons qu'il y a les forces de la SADC qui sont en cours de route. Comment voyez-vous ce recyclage de ces armées dans cette région? Alors, je ne suis pas évidemment un devin, comme je le dis souvent, je ne suis pas un marabout, mais il semble qu'à travers les événements qui se sont passés au cours de la semaine dernière, rappelez-vous, le président Tshisekedi était attendu à Kampala, enfin, en tout cas, Museveni l'avait invité à Kampala pour je ne sais quoi. Et il disait, c'est pour parler de la situation et puis voilà, considérer l'avenir de nos relations
surtout avec l'EAC, au regard de l'arrivée de la SADC. Il avait aussi une invitation de la part de Ruto pour aller à Nairobi. Apparemment, il a dû réfléchir plusieurs fois avant de surseoir à ce voyage parce qu'il voulait y aller. Moi, j'avais eu des contacts à Kinshasa qui me confirmaient qu'il irait aussi bien à Nairobi qu'à Kampala. Et je pense il avait beaucoup de travail, il avait son meeting à préparer, il avait plein de choses à faire. Et donc, ils ont eu des entretiens par visioconférence. Tshisekedi Museveni et Tshisekedi Ruto. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Et apparemment, dans ces entretiens, les deux présidents semblent résignés à l'idée que leurs troupes doivent quitter le Congo. En revanche, chacun d'entre eux essaie de négocier un contrat bilatéral. Comme cela était prévisible. D'ailleurs, le Kenya avait déjà commencé la négociation. Museveni a déjà une présence militaire bilatérale à l'est du Congo pour combattre les ADF. Donc, on en est là. Je n'ai pas su ce qui s'est passé réellement, mais il semble qu'il y a eu d'abord la prudence de Tshisekedi, qui se disait est-ce que je ne risque pas de subir le sort du président Habyarimana et Ntaryamira? Certains avaient commencé à dire, vous savez, aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise dans certains médias rwandais, en Kinyarwanda, Habyarimane, quoi. C'est-à-dire être tué comme le président Habyarimana au cours d'un attentat comme celui-là. Et donc, tout le monde a compris qu'effectivement, on ne voyage pas, on ne se déplace pas, surtout en ces moments assez tragiques, surtout à la veille d'élections présidentielles, comme le président Habyarimana était aussi à la veille de la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition. Eh bien, il vaut mieux rester chez soi, négocier autrement, parler avec les autres chefs d'État, mais sans nécessairement se déplacer. Eh bien, apparemment, l'EAC va partir. Les contingents EAC vont partir. Apparemment. C'est ce qu'on espère et c'est ce qui se dit. Et l'arrivée de la SADC suivra. Ou la veille ou le lendemain, en tout cas, concomitamment, la SADC va arriver. Pour faire quoi? Apparemment, la SADC n'est pas aussi une force de combat. Apparemment, c'est pas pour une offensive, c'est pas pour mettre en place une force offensive. Mais c'est quand même mieux que l'EAC. C'est quand même mieux que l'EAC. Même la Tanzanie y croit, contrairement à ce que certains Congolais disent. La Tanzanie n'est pas contre Kinshasa, la Tanzanie n'est pas contre Tshisekedi. Non, non, pas du tout. Sinon, ça se saurait. Sinon, ça se saurait. Vous savez qu'il y a 3 semaines, à Kigali, je pense que c'est sorti de la bouche de Kabarebe et de certains officiels rwandais qui prétendaient que le Bouha faisait partie du Rwanda à l'époque. Ça, c'est une provocation que les Tanzaniens entendent, ne supportent pas, même s'ils ne disent pas, ils n'en parlent pas beaucoup. Tous les Tanzaniens, les responsables tanzaniens, les Chama Chama Pinduzi, de Nyerere, à tous ceux qui sont passés en passant par Kikwete et maintenant Madame, eh bien, ils connaissent les Rwandais et le Rwanda. Ils connaissent Kagame. Lorsque Kagame commence à parler du caractère Tutsi des Baha, c'est qu'il y a quelque part une mauvaise intention. Qu'est-ce que les Baha, qui sont au sud du Burundi, d'ailleurs au sud-est, en Tanzanie précisément, non? Mais loin, le Burundi n'est pas voisin du Rwanda. Mais pourquoi à Kigali on commence à considérer que cette région devrait appartenir au Rwanda? Donc la Tanzanie n'est pas contre le Congo, pas du tout. Économiquement, commercialement, la Tanzanie souhaite un rapprochement avec Kinshasa. Les autres pays, bien sûr, l'Afrique du Sud, le Malawi, la Namibie,
ceux qui enverront des troupes, en tout cas, ne sont pas nécessairement contre le Congo. Non, pas du tout. On verra. On verra ce qui va se passer. La seule différence, c'est que Mme Suluhu a précisé que très probablement, il n'enverrait pas d'autres contingents parce que ceux qui sont à la MONUSCO suffisent. Et en prévision du départ de la MONUSCO, ça veut dire que les Tanzaniens qui sont au sein de la MONUSCO pourraient se reporter sur l'opération SADC. Et c'est tant mieux. Comme les Burundais, ces derniers temps, le Burundi a été fort attaqué, fort insulté, fort... D'ailleurs, aujourd'hui, à Kigali, on dit que le Burundi est un pays ennemi. C'est le terme qu'on utilise dans les déclarations de certains officiels. Eh bien, le Burundi a dit, si l'EAC ne veut pas nous soutenir, alors que nous sommes un contingent faisant partie de l'EAC, eh ben, on peut aider le Congo autrement. Après tout, nous avons un contrat de coopération militaire entre Kinshasa et Bujumbura. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est tant mieux. Voilà. Oui, de toute façon, vous le dites bien, je crois que le monde entier commence un peu à se rendre compte de cette sorte de crise d'identité du Rwanda où on cherche à s'identifier à d'autres gens, à d'autres. C'est un rêve fou qui justement qui est la manifestation de cette crise d'identité ou de cette soif ils ne savent pas à quelle limite ils doivent se contenir. Je pense que le monde entier commence quand même à le comprendre. Et puis il y a les statuts de l'Union africaine. Ils sont là, ils sont très explicites à ce propos. Je pense que Kagame, je vous ai entendu tout à l'heure lui donner quelques conseils. Je pense qu'il devait quand même essayer de se réveiller, de se pincer un peu pour se réveiller et de se dire, voilà, le Rwanda, je l'ai eu comme ça, je dois le garder comme ça, parce que ses intentions expansionnistes, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Le seul résultat que ça va avoir, c'est de faire massacrer les Rwandais, comme c'est en cours actuellement. D'ailleurs, c'est à cet égard que je lui envoie un message pour attirer son attention sur les nouvelles responsabilités qu'il est en train de porter, à poursuivre, en fait, de toute façon, son opération de mise en danger du peuple rwandais. Parce que ça ne fait que continuer. D'ailleurs, je ne sais pas, vous, cher ami Simbunga, si vous avez suivi l'affaire du général Kazura, je pense. Hein. Oui. Vous avez suivi ça. Moi, je n'ai pas bien compris le rôle de Kazura dans tout ça, mais il semblerait que ce général, qui est quand même une des personnalités les plus importantes de l'armée rwandaise, notamment qui représente l'aile burundaise de cette armée, proche de Madame Kagame, il paraîtrait qu'il ait été, non pas arrêté, mais mis en résidence surveillée, parce qu'il aurait conseillé à Kagame de ne pas continuer cette guerre du Congo. Est-ce que c'est vrai ou alors j'ai eu la mauvaise version? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en savez, si je puis vous poser une question aussi dans ce sens? Ce que j'en sais, c'est pas si vous avez suivi une émission que j'ai commencée, mi-satirique, mi-réaliste, qui est basée sur les informations vraiment confidentielles que j'obtiens de certains milieux. Ça fait presque 3 mois que j'ai commencé cette émission et depuis le début, j'ai montré et démontré sur base d'informations que j'ai des officiers de très haut rang qui m'ont affirmé que Kagame, il ne lui restait pas, même pas 10% de l'armée à Radiev, parce que l'armée ne veut pas le suivre dans ses chevauchées suicidaires, comme vous venez de le dire en RDC.
Quand vous voyez un militaire du rang de Kazour qui était, lui, le chef de l'armée, et qu'on le taxe de, euh, de ne pas suivre donc les ordres de son chef. Et lui, il a combien de gens sous ses ordres alors? Eh oui. C'est un officier de son rang qui va se rebeller tout seul? Non. C'est un des généraux d'ailleurs les plus formés en termes de formation intellectuelle, d'expérience. Il a fait plusieurs opérations à l'extérieur, hein, pour assurer la sécurité dans certains pays étrangers, notamment au Mali d'ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas été chassé du Mali pour, je ne sais plus. Oui, oui, tout à fait. Il était chef au Mali ou au Soudan, je sais plus. Au Oui, Mali, il a été chef je ne sais plus quelle opération, et puis il a été quasiment expulsé de là parce qu'il s'occupait de choses pas très claires. Ensuite, il est très proche aussi, à ce que je sache, de beaucoup de hauts officiers de l'armée française, parce que c'est le francophone de l'armée rwandaise, le francophone par excellence, c'est donc, le pour Burundais, répondre à votre question, voilà. donc, quand je disais ça il y a 3 mois, on me prenait pour... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est actuellement que les gens voient que ce que je disais, c'est vrai. C'est matériel, c'est, c'est, c'est la réalité. Euh, Alors moi, je ne soutiens pas nécessairement cet homme-là parce que c'est un criminel de la pire espèce aussi, hein, comme les autres, hein. Il a massacré beaucoup de gens, aussi bien au Rwanda qu'à l'extérieur. C'est un tueur, il est sur la liste c'est d'officiers du FPR qui ont pas commis le incompatible, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie tout à Vianney, ce fait. n'est pas incompatible. Il peut être un tueur, un criminel, et voilà. Et Ah, mais en tout cas, il est moins mauvais que Kagame. Ce que je veux dire, c'est que je ne le plains pas. Je ne le plains pas, hein, je ne le plains pas, mais il vaut mieux signaler quand même qu'il n'est pas à l'aise dans cette guerre contre le Congo. mais qui est net dans tous ces gens-là, hein? Vraiment, si on y regarde de très près, qui est net, qui est vraiment... Mais justement, il y en a ceux qui se ressaisissent. Oui, Parce c'est que vrai. quand j'étais à l'école américaine, ce sont les Américains qui les ont formés. Mhm. Euh, Ils ont montré ce qu'une armée d'un pays doit être, donc les qualités, les caractéristiques d'une armée d'un pays, ce que ça doit être. Et il commence à se poser des questions justement par rapport aux décisions de Paul Kagame qui, lui, travaille comme un pire qu'un rebelle de la forêt, du maquis. Voilà, donc Et c'est là. surtout, c'est vrai qu'ils sont contre Kagame, mais aussi, ils subissent les pressions de, de leur communauté. Parce qu'au Congo, dans cette guerre contre le Congo, avec le M23 contre le Congo, eh bien, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts depuis que le Congo, d'ailleurs, a acquis des moyens que le Rwanda n'a pas. Des avions de combat, des hélicoptères, des drones offensifs. Eh bien, certains hauts officiers rwandais ont compris qu'on ne pouvait plus aller s'amuser avec les Congolais. Des cadavres, des centaines d'officiers, de sous-officiers et autres de l'armée rwandaise rentrent tous les jours. Il paraît que l'hôpital de Kanombe est plein de gens blessés et il n'y a plus de place dans le cimetière de l'armée. De toute façon, aujourd'hui, on n'a même pas, c'est-à-dire les citoyens rwandais qui ont des enfants à la guerre, hein, ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit de parler de la mort de leurs enfants, sauf quelques officiers connus qui rentrent, évidemment, qui reçoivent les honneurs. Mais le reste, les jeunes Rwandais qui meurent en RDC, par centaines, par milliers, eh bien, c'est ça qui pose problème aux officiers comme Kazura et autres. Parce qu'ils subissent les pressions des parents de ces enfants-là qui disent, mais attendez, on vous a aidé pendant la guerre pour conquérir le Rwanda. Ensuite, vous êtes allé au Congo. Vous avez ramené ceci ou cela, oui,
on le sait. Vous avez construit des immeubles, nous le savons aussi. Mais nous, ce sont nos enfants qui meurent. Vous avez vos enfants au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs. Et nous, nos enfants meurent au Congo pour des raisons et pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C'est ça la pression actuelle. Et je crois que ceux des officiers rwandais, même si ce sont des criminels par ailleurs, hein, on veut bien que, on peut avoir assassiné des populations entières, on peut avoir assassiné des centaines de milliers de Hutus réfugiés en RDC, mais à un moment donné, lorsque on voit quand même qu'on a dépassé toutes les bornes, on peut revenir à la raison et faire pression sur Kagame ou, si possible d'ailleurs, mettre fin à son règne parce que tant que Kagame sera là, tant que Kagame continuera de diriger le Rwanda, je pense que ni le Rwanda ni le Congo n'auront la paix. Ni l'un ni l'autre n'aura la paix. Ça, c'est clair et net. Oui, je vous réserve un scoop, vraiment une bombe, parce que mes sources de l'armée, justement, comme je viens de vous le dire, et ils m'ont donné l'état actualisé des méfaits de cette guerre. C'est vraiment, bon, évidemment, je dois demander l'autorisation d'annoncer ceci ou cela. Mais c'est vraiment la catastrophe. J'attends d'ailleurs d'autres informations dont j'ai les bribes du récent, de la récente réunion des hauts gradés de l'armée que Kagame vient de diriger dans le pays. Et le pauvre Kagame, je me permets de compatir, le pauvre Kagame, il a regretté de les avoir convoqués parce que ce qu'il a eu là-bas, ça ne l'a pas rassuré non plus. Il croyait qu'il allait leur faire peur, mais il est reparti vraiment très très malheureux. Je dois avoir de confirmation et puis savoir en quoi je dois informer le public, mais c'est une guerre qui est vraiment catastrophique. Si cette guerre dure un mois, le Rwanda sera à genoux. Un mois, un seul mois, le Rwanda sera à genoux. D'après les informations que j'ai, et je vous ai prouvé que les informations, je les détiens des sources fiables, bien avant que les choses se passent. Donc, Eh bien, le Rwanda est déjà à genoux. Moi aussi, j'ai eu une confidence qui me dit que sans le courage d'une dame qui s'est transformée en général de l'armée rwandaise, Madame Scovia, qui est toujours aux côtés des Wazalendo, qui traverse la frontière quand elle veut, qui donne des interviews même aux côtés de Bissimo et des autres, que sans le courage de cette femme, que le Rwanda aurait déjà capitulé. C'est ce qu'on m'a dit. À vous de me le confirmer si vous avez un scoop. possible. Ça, je n'ai pas l'information là-dessus. Oui, mais apparemment, cette femme a gagné des galons. Elle est vraiment très, très... Bon, maintenant, hier, j'ai entendu aussi des journalistes rwandais qui la critiquaient, qui disent, attendez, c'est pas possible. Comment une journaliste rwandaise se retrouve à Bunagana ou ailleurs, dans la zone du M23, en train de parler, de fraterniser avec les journalistes du M23, avec le président du M23, avec les porte-parole du M23, comme si elle était devenue membre et partie prenante à la guerre. C'est des journalistes qui sont au Rwanda qui dénonçaient cela. Effectivement, voilà ce qui se passe. Donc le Rwanda s'est transporté à Bunagana et sur les autres sites occupés par le M23 RDF. Les journalistes rwandais vivent là, travaillent avec le M23 ouvertement. Donc, comme si le président Kagame ne contrôlait plus rien, effectivement, ou alors c'est lui qui soutient ce genre d'aventure. Voilà, ça peut être... mais je suis resté sur ma faim, vous n'avez pas donné Il donne l'impression d'avoir les choses à main. Tout à fait. Et en interne, il ne contrôle pas grand-chose. Et puis il y a la pression extérieure, la pression internationale aussi qui lui est dessus. Et
Donc, il ne sait pas à quel sein se vouer. Et puis, financièrement, économiquement, ce n'est pas quelqu'un qui est à mesure de soutenir une guerre actuellement sans le soutien parce qu'il n'a plus pratiquement de soutien. Donc, Et surtout, en fait, le gouvernement rwandais n'a plus d'arguments. Aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de la RDC, ils réduisent tout aux Wazalendo, qu'ils traitent de tous les noms. Ils disent que les Wazalendo sont des bandits, que ce sont des civils qui sont manipulés par le gouvernement congolais, comme si les Wazalendo n'avaient pas le droit de protéger leur territoire, leur village. C'est comme ça qu'on les présente en fait. Et lorsqu'ils parlent aujourd'hui des Wazalendo, ils disent les Wazalendo et les FDLR, comme si le Congo était dirigé par les Wazalendo et les FDLR. Ça aussi, les Congolais doivent le savoir. S'ils utilisent cet argument de Wazalendo FDLR pour critiquer le président Tshisekedi, ça veut dire quelque chose. C'est un argument trop facile pour... Et justement, diplomatiquement, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, diplomatiquement, le Rwanda est à son plus bas niveau. Oui, tout à fait. Si pas vraiment le niveau zéro, Kagame, il n'a plus d'aura comme il avait dans le temps. Et donc, il a ça, il a son mal-être qui vient de la communauté qui l'entoure, internationale qui l'entoure. Il a ce mal-être en interne qui ne lui permet pas de dans le temps, au moins, quand il avait des coups, quand il recevait des coups, il venait se défouler sur ses militaires. Mais actuellement, il ne le peut plus. Donc, je voulais dire, économiquement, toutes les banques sont prêtes à fermer les portes à Kigali. Je crois que vous l'avez. C'est dans les journaux, c'est dans la presse. Dans la presse. Toutes les institutions financières, économiques à Kigali, vraiment, ils sont presque à la faillite. Sans parler des Rwandais eux-mêmes, parce que lorsqu'on a un taux d'inflation parmi les 3 plus élevés au monde, pour un pays qui s'appelle le Rwanda, c'est quand même très, très grave. Hein. Pour les citoyens rwandais, eh bien, ils étouffent sous les prix élevés qui augmentent tous les jours. Et quand vous ajoutez, bien sûr, la main de fer que le gouvernement exerce sur la population, sur les dépossessions des biens, des maisons qui sont détruites, des gens qui vont en prison, on s'est dit, mais dans quel monde les Rwandais vivent vraiment aujourd'hui? C'est pourquoi nous sommes là, nous, pour non pas seulement parler de la République démocratique du Congo, mais pour aussi appeler le monde au secours pour la population rwandaise qui subit ce genre qui est vraiment en difficulté, qui est affamée. Il y a une histoire que j'ai vue hier à la télévision d'un voleur de vaches, ou je ne sais plus comment ce qui s'est passé exactement. Ou alors, non, c'est une vache, un troupeau de vaches qui était malade. On a détecté une maladie qui pouvait contaminer les autres vaches dans le coin. On a décidé, le chef du village a décidé que cette vache devait être brûlée ou enterrée vive. Eh bien, ils l'ont enterrée dans des toilettes chez quelqu'un ou chez le propriétaire de cette vache. Le lendemain, ils se sont rendus compte que des gens étaient venus la nuit pour déterrer cette vache et aller la manger. Vous imaginez où en est la population rwandaise. Déterrer une vache qui a été, j'allais dire, sommairement enterrée dans des toilettes ou des fosses septiques pour ensuite être mangée alors qu'elle était en même temps malade. C'est un signe qui ne trompe pas. Ce n'est pas pour noircir l'image du régime de Paul Kagame, non, mais ça, c'est la réalité. Des gens sont mis en prison aujourd'hui parce qu'ils abattent des chiens à gauche, à droite pour les vendre, pour en vendre la viande, alors qu'au Rwanda, c'est interdit. On ne mange pas la viande de chien au Rwanda. Mais les populations aujourd'hui mangent tout ce qui leur tombe sous la main. Il n'y a plus d'interdit. Il n'y a plus d'interdit. Le plus interdit. Il est interdit dans la culture rwandaise de manger de la viande de vache, plutôt de chien. Or, aujourd'hui,
cette viande est prisée. Il y a des dizaines de gens qui sont arrêtés et mis en prison pour avoir volé les chiens de voisins, pour en vendre la viande au marché voisin. C'est vraiment une catastrophe. Et tout cela, nous, quand on le dit, ce n'est pas par plaisir, mais c'est pour souligner cette famine qui s'est vue au Rwanda, cette terreur qui s'est vue au Rwanda. Les gens vont en prison pour tout et pour rien. Cette guerre qui est imposée à nos frères et sœurs congolais dans les frontières, plutôt dans les territoires voisins du Rwanda, et aussi cette colère, cette haine que le Rwanda continue de provoquer à l'égard ou à l'encontre plutôt de nos populations dans les pays voisins. Je viens de le dire, cher frère Aloïs Simbunga, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout développer en une seule émission, surtout avec cette actualité pesante. Je vais vous remercier de m'avoir invité. Oui, mais j'en ai une pour la route. Je savais. J'en ai une pour la route. Oui. Moi qui ai le studio, donc voilà, c'est moi qui ai Je savais. Mais merci quand même pour nous avoir fait disons, une passage en revue de tous ces indicateurs, qui montrent que le président Kagame devait faire attention et devait revoir certaines ambitions et surtout chercher à éviter de fâcher les voisins, ces États voisins. Donc, tous les indicateurs montrent qu'il n'en est pas capable. Donc, il serait prudent pour lui, pour ne pas entraîner les Rwandais dans ses folies. Il serait prudent qu'il revoie certaines attitudes. Voilà, je disais que j'en ai une pour la route, puisque nous sommes en train de parler de la diplomatie de Kagame qui est vraiment au niveau le plus bas. Ce n'est pas, je sais que vous avez fait une émission là-dessus, sur la voie des Grands Lacs, une émission que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, et qui a déclaré que, effectivement, le projet Kagame Royaume-Uni de déportation des immigrés était illégal, un projet illégal, et donc ils ont annulé, la Cour suprême a annulé ce projet. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous parler des retombées de cette décision sur le président Kagame. Mais je sais que ça vient de lui, c'est un échec qui vient de lui, de toute façon, comme on l'a décrit. D'ailleurs, j'ai moins d'une minute la décision du juge, du président du tribunal, quand il décrète justement que ces décisions, ce projet est dismissed, comme on dit en anglais. Je vais faire écouter cet extrait, comme ça vous partez de cet extrait. In the light of the evidence which I have summarized, the Court of Appeal concluded that there were such grounds. We are unanimously of the view that they were entitled to reach that conclusion. Indeed, having been taken through the evidence ourselves, we agree with their conclusion. We accept the Home Secretary's submission that the Rwandan government entered into the agreement in good faith, and that the capacity of the Rwandan system to produce accurate and fair decisions can and will be built up. Nevertheless, asking ourselves whether there were substantial grounds for believing that a real risk of refoulement existed at the relevant time, we have concluded that there were. The changes needed to eliminate the risk of refoulement may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now.
The Home Secretary's appeal is therefore dismissed. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est court, c'est décidé. Le juge président, il déclare que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui à la date où il a décidé. Tous les juges ont décidé à l'unanimité. Voilà, rien ne va. Donc, les conditions ne sont pas remplies actuellement, à moins qu'ils changent des choses. Mais là, pour changer, surtout quand on sait pourquoi ils ont déclaré cette loi ou ce projet illégal, on se dit, mais changer, c'est vraiment perdu. Donc, l'ambassadeur Jean-Marie Vianney, c'est quelque chose qui va aussi avoir des retombées et faire jurisprudence au niveau de la diplomatie rwandaise. La diplomatie rwandaise ne subit aucune influence positive. Vous avez compris que le juge, qui est un homme sage, très prudent dans ce qu'il dit, dans les expressions qu'il utilise, il reconnaît, il concède quand même que le Rwanda était peut-être de bonne foi dans ce qu'il promet de faire, mais que de toute façon, cette opération ne devrait pas se faire parce qu'elle n'est pas légale et que pour finir, on ne lui fait pas confiance. Le sujet, en fait, l'argument le plus important qui a été invoqué par les plaignants eux-mêmes, les plaignants qui sont des demandeurs d'asile, qui allaient être forcés d'aller au Rwanda. Ils disent, mais qui vous dit que le Rwanda ne va pas nous renvoyer dans nos pays d'origine? Et effectivement, à 80%, le régime de Paul Kagame est capable de le faire. Et Paul Kagame, ce n'est pas le HCR qui l'a défendu non plus. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Renforcer cet argument des demandeurs d'asile. Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a intéressé surtout, parce que après le jugement, après les déclarations, bien sûr, des officiels, j'ai aussi écouté le discours de Kigali. Notre jeune frère Alain Mukuralinda, qui essayait d'expliquer, de défendre la position du Rwanda, de dire que le Rwanda était le pays le plus sécure, de dire que si ces gens viennent, ils vont être intégrés, que tout est prêt. Moi, je veux bien. Je veux bien. Alain Mukuralinda fait son travail. Il est, après tout, il est porte-parole adjoint. Hein. J'aurais préféré écouter Yolande Makolo sur cette question. Elle a fait un communiqué et puis elle a disparu. Quand c'est des choses compliquées, difficiles, on fait intervenir l'adjoint, Alain Mukuralinda. Il a eu vraiment beaucoup de difficultés à expliquer cette affaire. Il a dit des choses auxquelles on ne s'attendait pas d'ailleurs, hein, mais qui sont contraires à la réalité. Contraires à la réalité. Il a essayé d'utiliser des arguments juridiques qui sont contre le droit. Bref, le Rwanda n'a pas trouvé d'argument pour défendre son point de vue. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le discours d'Alain Mukuralinda. Peut-être que c'est parce qu'il ne connaît pas le dossier. Hein. Après tout, il est devenu porte-parole après. Avant, il était procureur, c'est vrai. Mais il n'a pas suivi toute l'affaire des migrants qui sont venus au Rwanda. Il n'a pas suivi à l'époque. Je ne crois pas qu'il était déjà procureur au Rwanda lorsque l'on a parlé de l'affaire des migrants venus d'Israël, que nous avons suivi, nous, au jour le jour, que nous avons suivi depuis Israël jusqu'à Kigali et jusqu'à Kampala, parce qu'il y avait des contrats avec les deux pays. Il n'a pas, je pense, bien suivi l'affaire des migrants venus de Libye. Ce n'était pas dans son domaine, après tout, en ce moment-là. Nous étions sur le coup, nous suivions ce qui se passait, ce qui se tramait entre le Rwanda et l'Union européenne, le Rwanda et le gouvernement libyen. Il n'a pas suivi, bref, il a affirmé que le Rwanda n'a jamais demandé à recevoir ces gens-là. Que c'est la Grande-Bretagne qui l'a contacté, connaissant
ses capacités à recevoir les réfugiés, que cette demande a été soutenue par le HCR, etc., etc. Qu'après tout, le Rwanda comptait 130 000 réfugiés, dont 80 000 réfugiés congolais, je pense qu'il parle de cela aussi, et que quelques réfugiés de plus ou de moins, ou demandeurs d'asile venus d'Angleterre, ou du Danemark, ou d'ailleurs, ce n'est pas ceux-là qui vont être difficiles à gérer. Ce n'est pas vrai. C'est le Rwanda qui a toujours négocié, qui est allé prospecter dans les pays dont ils savent qu'il y a des problèmes d'immigration. Il semble même que le Rwanda ait essayé de négocier avec l'Italie, avec la Hongrie, pour que les réfugiés venus d'Afrique surtout, mais aussi d'Asie, les Pakistanais, les Afghans et autres, que ces gens-là soient rétrocédés au Rwanda, contre paiement naturellement. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire humanitaire, c'est pour être payé pour cette action-là. Et ensuite, ces réfugiés ou ces demandeurs d'asile sont aidés à repartir. D'ailleurs, là aussi, cela m'a étonné. Monsieur Alain Mukuralinda a dit que tous ceux qui étaient venus de Libye, que c'est vrai qu'ils sont arrivés au Rwanda, ils ont été bien reçus, intégrés, mais qu'ils sont ensuite partis vers les pays européens par des voies légales, avec un visa tout à fait légal, avec tout. J'aimerais bien que le gouvernement rwandais raconte cela, qu'on nous dise combien de réfugiés, combien de demandeurs d'asile étaient venus de Libye et qui ont pu repartir en Europe, parce que nous avons, nous aussi, suivi cette affaire. Nous avons des témoignages de certains qui étaient venus de Libye, qui sont arrivés au Rwanda, effectivement, qui sont partis par les Panya Roads vers Kampala avec des visas. Est-ce que les pays d'origine de ces gens le savent? Est-ce que les Camerounais qui étaient venus au Rwanda, les Égyptiens, les Érythréens, les Éthiopiens, qui étaient venus au Rwanda à partir de Libye, est-ce que leur gouvernement, leur pays d'origine ont été informés de cette opération? Tout cela cache quoi? Ces derniers temps, nous avons posé des questions précises au gouvernement rwandais. Qu'on nous dise que sont devenus ces immigrés importés au Rwanda, ces Africains, Érythréens, Éthiopiens, Égyptiens, Camerounais, Nigériens probablement, qui sont venus au Rwanda. Où vivent-ils aujourd'hui au Rwanda? Est-ce qu'on peut nous le montrer? On nous avait dit il y a quelques semaines qu'ils étaient à là où le président Kagame a une grande maison à l'est du Rwanda, dans les paysanats, etc. On nous avait dit qu'on leur avait construit des maisons là-bas et que c'est... Non. Alain Mukuralinda filme qui sont pratiquement tous partis avec des visas réguliers pour l'Europe. Pourquoi doit-on les envoyer d'abord au Rwanda pour les empêcher de traverser la Méditerranée avec tous les risques qu'on connaît? Et pourquoi va-t-on ensuite les aider à obtenir des visas pour l'Europe? Alors qu'en même temps, l'Union européenne a payé de l'argent au Rwanda pour recevoir ces réfugiés-là, ces immigrés, ces demandeurs d'asile. C'est un questionnement tout à fait légitime. Nous posons ces questions parce qu'il s'agit de notre pays. Pendant que le Rwanda n'est pas capable de rapatrier ces réfugiés... Simplement, il s'est ajouté un autre passeur entre les deux, entre les passeurs qui étaient avant. Il s'est ajouté un troisième. C'est le Rwanda, c'est le gouvernement rwandais. C'est le gouvernement rwandais. On empêche les pauvres gens de traverser. Hein. L'Union européenne paye de l'argent au Rwanda, 3 500 € ou 5 000, je ne sais plus, par migrant envoyé au Rwanda. Et derrière, c'est une question qu'on pourrait aussi poser aux services européens. Pourquoi font-ils cela? Pour ensuite les récupérer, après avoir payé de l'argent à Kigali. C'est des questions qu'il faut poser. Nous, les Rwandais, nous avons tout à fait le droit, nous avons légitimement le droit de poser ces questions. Pendant que dans le même temps,
les jeunes rescapés du génocide qui occupaient le fameux immeuble, l'hôtel, qui était, je pense, financé par des Rwandais, on les chasse de cette maison. Ils vont vivre dans la rue. On installe des migrants ou des demandeurs d'asile venus de l'étranger et dont le gouvernement rwandais est payé pour les recevoir. Ensuite, le gouvernement rwandais, avec cet argent ou l'argent des migrants eux-mêmes, il leur donne des visas pour repartir en Europe par Pagnarod. Ils prennent leur avion à Kampala ou dans d'autres pays voisins. C'est connu aussi, on a tout. Les réfugiés d'Israël, ceux qui étaient venus d'Israël en 2015, je crois, nous avons tous les articles de Haaretz. Le Haaretz, c'est un des plus grands quotidiens juifs ils ont envoyé des journalistes au Rwanda et en Ouganda qui ont fait des articles qui disent notre gouvernement a été mêlé à un trafic d'êtres humains à son insu, et c'est le Rwanda et l'Ouganda qui en ont profité. Et nos réfugiés ont été considérés comme du bétail. Ils ont été vendus au Rwanda, le Rwanda les a vendus à Kampala et le Rwanda les ont vendus à des pays européens, et voilà, certains sont même repartis dans leur pays, ou ont été forcés de repartir. D'autres ont été versés, on le sait aujourd'hui, à certains mouvements rebelles rwandais qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, après avoir subi un entraînement, après avoir appris le Kinyarwanda très vaguement. Vous savez, qui va les reconnaître? C'est ça qu'il faut que le gouvernement rwandais explique. En tout cas, les retombées de cette décision judiciaire de l'Angleterre, de Grande-Bretagne, UK, du Royaume-Uni, pardon, les retombées, c'est que nous ne souhaitons pas que notre pays ait une mauvaise réputation dans le monde, mais c'est le gouvernement de Kagame, en fait, qu'il faut blâmer. Ce n'est pas le Rwanda, une fois encore. C'est fait. Maintenant, l'opinion britannique sait que le Rwanda n'est pas un pays sûr, que la sécurité dont se targue Paul Kagame n'est pas une vraie sécurité parce que le Congo fait la guerre à ses voisins, qu'il n'y a pas de démocratie au Rwanda, parce qu'on enferme des jeunes journalistes, parce qu'on tue les jeunes activistes politiques ou des droits humains, et parce que donc, pour finir, je pense que c'est une bonne chose pour le peuple rwandais, parce que le régime qui nous dirige d'une main de fer, avec brutalité, avec terreur, avec une humanité, ce régime-là est en train de paraître sous son réel jour, en fait, y compris chez ses alliés britanniques et américains. Maintenant, on sait qui est au pouvoir. Avant, on le savait aussi, mais on l'aidait à faire ces guerres. J'espère que ça peut aussi évoluer dans le sens où l'Angleterre, j'espère, en tout cas le Royaume-Uni, utilisons le terme exact, c'est UK, c'est United Kingdom, c'est le Royaume-Uni, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Angleterre, c'est entre les deux. Eh bien, il est souhaitable que Washington se réveille aussi et comprenne qui est Paul Kagame réellement, et que les intérêts des États-Unis dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est pas Paul Kagame, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faudrait que les États-Unis fassent le bon choix et qu'ils sachent que les peuples de notre région ne sont pas des peuples anti-américains comme tels, mais nous souhaitons aussi avoir notre souveraineté préservée, surtout la paix pour nos peuples. C'est tout ce que nous pouvons dire à Washington et à Londres et à Paris, parce que on ne peut pas non plus oublier de dire que le gouvernement français actuel est un peu trop proche de Paul Kagame et bien sûr que cela risque de retomber sur l'image de la France, auprès des populations rwandaises et des populations de la région des Grands Lacs. Tous les crimes commis par Kagame et son armée risquent de rejaillir sur l'image de tous les pays, de toutes les capitales européennes qui soutiennent Paul Kagame et son armée génocidaire. Voilà ce que je pouvais dire. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on peut clôturer ici cette fois-ci.
Oui, maintenant, je voudrais vous libérer, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Mais avant cela, je voudrais vous remercier. Un grand merci vraiment pour avoir été avec nous, pour l'éclairage que vous nous avez apporté sur les défis qui attendent le président Tshisekedi dans un temps assez proche, ou alors dans les moments qu'il vit aujourd'hui, dont les défis qui sont en rapport avec nos pays et les pays limitrophes de la RDC, et notamment le nôtre, l'Ouganda et l'EAC, l'East African Community et même Afrique entière. Voilà, nous vous remercions et nous espérons que si nous faisons appel encore une fois à vous, comme vous le faites souvent, vous allez nous être, disons, disponibles pour nous aider à apporter de la lumière sur certains événements, sur certaines choses, surtout dans le domaine de la diplomatie. Merci. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée chez vous et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie et merci à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs. Comme on le fait d'habitude, merci et à très bientôt.